À 26 ans, Paris Jackson a décidé de parler. Pas pour régler des comptes, pas pour vendre un livre ou un documentaire, mais parce que 15 années de silence sont devenues plus lourdes que n'importe quel scandale. Elle parle calmement, sans haine, sans larmes spectaculaires. Elle parle comme quelqu'un qui a fini de courir et qui pose enfin son sac à dos rempli de pierres. Elle raconte d'abord la nuit. Pas la nuit du 25 juin 2009, non. Une autre nuit, plus ancienne, plus intime. Elle avait 5 ou 6 ans. Elle s'était réveillée en sursaut après un cauchemar. Michael était entré dans sa chambre pieds nus, en pyjama blanc, les cheveux en bataille. Il n'avait pas allumé la grande lumière, seulement la petite veilleuse en forme d'étoile qu'il avait achetée à Disneyland Paris. Il s'était allongé à côté d'elle, tout habillé, et avait commencé à lui chanter doucement « Smile » de Charlie Chaplin, cette chanson qu'il aimait tant. Sa voix était rauque, fatiguée par les répétitions, mais elle tremblait d'une tendresse infinie. Il lui avait pris la main et avait dit « Tu sais, ma chérie, le monde dehors est parfois très méchant. Mais ici, dans cette chambre, dans cette maison, tu seras toujours en sécurité avec moi. Je te protégerai toujours. Toujours. » Elle se souvient encore de la chaleur de sa main, de l'odeur de son parfum Creed qu'il mettait même pour dormir, de la façon dont il serrait son petit poignet comme s'il avait peur qu'on la lui arrache. Ce « toujours » a duré 10 ans. Paris raconte aussi les matins ordinaires, ceux que personne n'a jamais filmés. Michael qui se lève à l'aube pour préparer le petit déjeuner parce qu'il ne fait confiance à personne d'autre pour doser exactement 2 cuillères de miel dans les flocons d'avoine de Prince, 3 pour elle, aucun pour Blanquet qui détestait ça. Michael qui découpe les pancakes en forme de Mickey avec une précision de chirurgien. Michael qui vérifie 3 fois que les vitres de la voiture sont teintées à 100% avant de les emmener à l'école déguisés en chauffeur ou en nounou. Michael qui, le soir, leur lisait des histoires en changeant de voix pour chaque personnage jusqu'à ce qu'ils s'endorment, et qui restait parfois des heures assis par terre à les regarder respirer, terrifié à l'idée qu'un jour quelqu'un puisse leur faire du mal à cause de lui. Elle parle des masques, bien sûr. On a tous ri, jugé, moqué. Elle se souvient du jour où son père lui a expliqué pourquoi, « Ma puce, il y a des gens qui veulent prendre un morceau de nous. Pas juste une photo. Un morceau de notre âme. Ces masques, c'est pour que vous gardiez votre âme intacte. » Et elle avait hoché la tête, sérieusement, comme si elle comprenait déjà à 7 ans que le monde était un prédateur. Elle parle aussi de la peur. Cette peur viscérale qui habitait Michael chaque fois qu'il les laissait seuls 5 minutes. Il avait fait installer des caméras partout, mais il refusait qu'on les regarde en direct quand il n'était pas là. « Je ne veux pas devenir le genre de père qui espionne ses enfants », disait-il. Alors il appelait toutes les heures, déguisait sa voix, posait des questions bêtes. « Est-ce que Prince a bien mangé ses légumes ? Est-ce que Blanquet a fait ses devoirs ? Est-ce que Paris a souri aujourd'hui ?» Et quand elle répondait « Oui, Daddy », il poussait un soupir de soulagement audible même à travers le téléphone. Elle raconte la dernière nuit. Le 24 juin 2009. Michael était rentré tard des répétitions de « DC Sit ». Il était épuisé, les traits tirés, mais il est quand même monté les voir un par un. Il a bordé Prince, embrassé Blanquet, et s'est assis au bord du lit de Paris. Il portait déjà le bracelet de corde tressée qu'il ne quitterait plus. Il l'a regardé longuement et a dit « Ma grande fille, tu es si belle. Tu ressembles tellement à ta maman, mais tu as mes yeux. Promets-moi que tu seras toujours forte. Promets-moi que tu prendras soin de tes frères. » Elle avait ri. « Daddy, tu pars en tournée 3 mois, pas pour toujours. » Il avait souri, mais ses yeux étaient humides. Il l'avait serré très fort, trop fort, et avait murmuré dans ses cheveux « Je t'aime jusqu'à la lune et encore plus loin. » Le lendemain matin, il était mort. Aujourd'hui, Paris porte encore ce bracelet de corde usé, délavé, presque transparente à force d'être touchée. Elle ne l'enlève jamais. Pas pour les douches, pas pour dormir, pas pour les tapis rouges. C'est le dernier morceau tangible de son père qu'il lui reste. Et quand on lui demande pourquoi elle parle maintenant, elle répond simplement « Parce qu'il est temps que le monde sache qu'avant d'être une icône, avant d'être un mystère, avant d'être un accusé, mon père était un papa. Juste un papa. Le meilleur qui ait jamais existé. Et personne ne me fera jamais douter de ça. » Et quand elle dit ça, sa voix ne tremble plus. Elle est calme, posée, définitive. Comme quelqu'un qui a fini de prouver ce qui n'aurait jamais dû avoir besoin de l'être. Elle est la seule fille, l'unique princesse au milieu de 2 garçons qui, chacun à sa manière, ont essayé de tenir le rôle de rempart après la tempête. Prince, de 2 ans son aîné, est devenu sérieux trop tôt. Il a endossé le costume de grand frère chef de famille avant même d'avoir son permis de conduire.
BJ, le petit dernier, celui que le monde a connu sous le nom ridicule de Blanquet, suspendu au-dessus d'un balcon berlinois en 2002, a grandi en silence, presque en secret, comme s'il voulait effacer cette image humiliante. Il a changé de prénom à 17 ans, a claqué la porte des interviews, a choisi BJ pour redevenir maître de son identité. Paris, elle, est restée au centre, exposée, fragile et incandescente, portant le prénom le plus romantique du monde comme une cible dans le dos. Debbie Rowe, la mère biologique, n'a jamais vraiment été une mère. Elle a signé les papiers, a donné ses ovocytes, a porté Prince et Paris, puis s'est effacée avec une rapidité presque suspecte. Michael a obtenu la garde exclusive dès 2002. Paris n'a gardé d'elle que quelques photos floues et une vague odeur de clinique dermatologique. Je ne lui en veux pas, dit-elle aujourd'hui. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Ou ce qu'elle voulait. Mon père, lui, a tout donné. Et tout donner, pour Michael, c'était construire un monde parallèle où ses enfants ne seraient jamais des Jackson, mais juste des enfants. Neverland était ce monde. Pas le parc d'attractions clinquant qu'on voit dans les reportages, mais la maison elle-même, immense, silencieuse, protégée par des kilomètres de collines californiennes. Là-bas, le temps s'arrêtait. Il y avait des girafes qui broutaient à côté du train miniature, des éléphants qui barraient parfois quand ils faisaient leurs besoins devant la grande baille vitrée du salon, des paons qui hurlaient à l'aube. Michael avait fait installer une salle de classe avec un vrai tableau noir et une professeure particulière qui arrivait en hélicoptère. Les enfants appelaient ça l'école des rêves. Ils apprenaient les tables de multiplication entre deux tours de grande roue. Ils faisaient leurs devoirs assis sur un tapis perçant devant la cheminée où brûlait un feu même en été, parce que Michael avait toujours froid. Paris se souvient des nuits de cinéma. Michael louait la salle entière, faisait venir des dizaines d'amis, enfants d'employés, neveux, cousins éloignés, pour qu'ils ne se sentent jamais seuls. Il projetait les classiques Disney, mais aussi des films muets de Chaplin et Buster Keaton. Il s'asseyait par terre avec eux, un seau de pop-corn géant sur les genoux, et riait plus fort que tout le monde. Quand arrivait la scène triste de Bambi, il prenait Paris sur ses genoux et lui cachait les yeux avec sa main. « Ne regarde pas, ma chérie. La vie est déjà assez dure comme ça. » Elle parle aussi des Noëls. Michael commençait à préparer Noël dès le mois d'août. Il achetait des centaines de cadeaux, les emballait lui-même avec des rubans dorés, écrivait des cartes de la main gauche pour que les enfants croient au Père Noël plus longtemps. Il faisait venir de la vraie neige du Colorado pour recouvrir la pelouse de Neverland. Paris se souvient d'avoir couru pieds nus dans cette neige artificielle, d'avoir fait des anges avec son père qui riait comme un gamin de 10 ans. Il voulait qu'on ait une enfance magique, dit-elle. Pas riche. Magique. Il disait que l'argent ne servait à rien si on ne pouvait pas en faire des souvenirs. Et puis il y avait les règles. Michael était intraitable là-dessus. Pas de console avant d'avoir lu 20 pages d'un livre. Pas de dessert si on n'avait pas fini ses légumes. Pas de sortie aux eaux privées si on avait répondu « oh » au lieu de « oui, daddy ». Il les obligeait à dire merci aux employés, à ramasser leurs jouets, à faire leur lit, même si une armée de gouvernantes aurait pu le faire à leur place. « Je veux que vous soyez polis », répétait-il. « Le monde vous donnera tout sur un plateau, mais si vous n'êtes pas poli, il vous le reprendra encore plus vite. » Quand Neverland a fermé ses portes en 2005, après le procès, le rêve s'est fissuré. Michael a pleuré comme un enfant en quittant les lieux. Paris se souvient d'avoir trouvé son père assis sur les marches du manège éteint, la tête dans les mains. Il murmurait « Je voulais juste leur donner un endroit sûr ». Ils ont déménagé à Bahreïn, puis en Irlande, puis à Las Vegas, errant comme des fantômes. Mais même dans les suites d'hôtels anonymes, Michael continuait les rituels, histoire du soir, câlin du matin, vérification que les enfants avaient bien attaché leur ceinture. Après sa mort, Paris a essayé de garder ses rituels vivants. Elle lisait Peter Pan à BJ jusqu'à ce qu'il soit trop grand. Elle faisait des pancakes en forme de Mickey pour Prince les dimanches matins. Mais ça ne suffisait pas. Le vide était trop grand. Elle a commencé à se couper à 13 ans. À 15 ans, elle a avalé une boîte entière de cachets. Elle a été retrouvée in extremis. Elle a passé des mois en centre psychiatrique, puis dans un pensionnat dans l'Utah où, dit-elle, les thérapeutes la attachaient sur son lit quand elle faisait des crises d'angoisse. Elle n'a jamais porté plainte. « Je n'ai plus d'énergie pour me battre », avoue-t-elle. Aujourd'hui, à 26 ans, elle dit avoir trouvé une forme de paix. Pas parce que la douleur est partie, mais parce qu'elle a appris à vivre avec. Elle fait de la musique, joue la guitare que son père lui a offerte pour ses 10 ans, tatoue sur sa peau les paroles de « Human Nature » et « Smile ». Elle parle à des associations d'enfants abusés, raconte son histoire sans phare.
Et surtout, elle porte toujours le bracelet de corde. Il est presque blanc maintenant, effiloché, mais il tient encore. Comme elle. Je ne suis pas une victime, dit-elle. Je suis la fille de Michael Jackson. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Et puis un matin, à 19 ans, dans une petite chambre d'un centre de désintoxication de l'Utah, Paris se regarde dans un miroir fêlé et se dit, si je meurs maintenant, ils auront gagné. Les paparazzi, les mensonges, les avocats, les chaînes d'infos qui tournent en boucle les mêmes images sordides. Ils auront tué les deux Jackson. Elle décide que non. Elle choisit de vivre, bruyamment, librement, en couleur. La musique devient sa première respiration. Elle attrape le vieux ukulélé que son père lui avait offert à Hawaï, celui avec les autocollants de Lilo et Stitch encore collés sur le dos, et elle commence à gratter des accords dans le noir. Les premières chansons sortent comme des cris, I'm bleeding bu I'm still breathing, Daddy, can you hear me through the clouds? Gabriel Glenn, un garçon aux yeux bleus et à la voix rauque, devient son partenaire de crime. Ensemble ils forment The Sunflower, un nom qu'elle a choisi parce que même les fleurs fanées ont encore une odeur. Ils jouent dans des bars minuscules de Los Angeles, parfois devant 10 personnes, parfois devant 3. Elle tremble, elle oublie les paroles, mais elle continue. En 2020, elle sort Wilted Seul. 11 titres nus, enregistrés dans un peu ivre, un peu drogué, un peu en larmes. Les critiques parlent de « folle cantée », de « Lana Del Rey élevée à Neverland ». Elle dit simplement « c'est la bande-son de ma résurrection ». Le monde de la mode la rattrape presque par surprise. IMG la signe après avoir vu une photo d'elle en jean déchiré et bottes de cow-boy sur Instagram. Elle devient le visage de Calvin Klein, pose seins nus avec juste un jean taille basse, les yeux dans l'objectif comme pour dire « Regardez-moi, je suis toujours là ». Vogue Australia la met en couverture avec le titre « The Doctor Rises ». Harper's Bazaar la photographie dans le désert de Joshua Tree, entourée de corbeaux, le bracelet de corde bien visible au poignet. Elle défile pour Jean-Paul Gaultier à Paris, la ville de son prénom, et pleure en coulisses parce que son père n'est pas dans le public. Le cinéma l'appelle ensuite. Ryan Murphy la veut pour American Horror Story. Elle accepte sans lire le scénario. Elle joue une junkie cannibale, une sorcière, une ado possédée. Elle se jette dans les rôles comme on se jette d'un immeuble, pour sentir quelque chose. Elle tourne avec Charlize Theron dans Gringo, apprend à tirer au revolver, rit pour la première fois depuis des années entre deux prises. Elle prête sa voix à un personnage de dessin animé, fait des clips où elle danse pieds nus dans la nuit sur Mulholland Drive. Chaque projet est une brique dans la maison qu'elle reconstruit. Elle s'engage corps et âme. Elle marche pour Black Lives Matter avec un panneau « My Father talked me to Sinocolor, only soul ». Elle devient ambassadrice de la fondation Elizabeth Taylor contre le sida, celle-là même que Michael soutenait. Elle parle de santé mentale dans les lycées, montre ses cicatrices sans maquillage, dit aux ados « J'ai essayé de mourir 6 fois. Je suis toujours là. Vous pouvez l'être aussi. » Elle assume sa bisexualité sans tambour ni trompette, « J'aime qui je veux, quand je veux. Mon cœur n'a pas de case à cocher. » Quand on lui demande si elle est vraiment noire, elle rit « Mon père m'a fait écouter Stevie Wonder avant même de savoir marcher. J'ai grandi avec des mac and cheese, des gospels le dimanche, des tresses et des barrettes qui cliquent. Je suis noire. Poids. » Et puis il y a les tatouages. Elle en a plus de 100 maintenant, mais 9 sont sacrés. Sur la clavicule, en lettres délicates, Faites Trust and Pixie Dust. Sur l'avant-bras gauche, la couverture de l'album Dangerous, son préféré. Sur la poitrine, juste au-dessus du cœur, les mots « Queen of Mayat » dans l'écriture exacte de Michael. Sur le poignet, une petite pomme couronnée. Dans le cou, les initiales MJ entourées d'ailes de fée. Chaque séance est une messe. Elle pleure, elle rit, elle boit du thé à la menthe pour ne pas s'évanouir. L'aiguille devient stylo, la peau devient papier, l'encre devient prière. Parfois, tard la nuit, elle sort sur le balcon de son appartement de Los Angeles, allume une cigarette, elle sait que son père détesterait ça, et parle dans le vide. « Tu vois, Daddy ? Je vis. Je vis pour deux. » Le bracelet de corde effiloché danse à son poignet, presque transparent, mais toujours là. Comme elle. Plus forte, plus cassée, plus vivante que jamais. Et puis viennent les mots qui pèsent des tonnes. Ceux qu'elle a gardés 15 ans dans la gorge, comme des pierres brûlantes. Elle les pose un à un, sans colère apparente, mais avec une fermeté qui fait vaciller les certitudes les plus ancrées. Je vais le dire une fois, clairement, pour que plus personne ne puisse prétendre ne pas avoir entendu. Mon père n'a jamais touché un enfant.
Jamais. Pas un geste, pas un regard, pas une pensée. Ceux qui ont menti l'ont fait pour l'argent, pour la gloire, pour la vengeance, ou parce qu'ils étaient jaloux d'un homme qui donnait tout aux autres et rien à lui-même. Elle marque une pause. Ses yeux bleu vert, ceux de Michael, deviennent durs comme l'espace d'une seconde. J'étais là. J'ai dormi dans son lit des centaines de fois, avec mes frères, avec des cousins, avec des amis. On regardait des dessins animés, on mangeait des glaces jusqu'à s'en rendre malade, on faisait des concours de paix sous la couette en riant comme des fous. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit de sexuel. Jamais. Ce lit était un refuge, pas un piège. Et si quelqu'un ose encore dire le contraire devant moi, je lui crache à la figure. Elle raconte les nuits où des enfants malades, atteints de cancer en phase terminale, venaient passer la soirée à Neverland. Michael les accueillait en pyjama, leur faisait monter dans le train, leur donnait la télécommande du cinéma privé, les laissait manger tous les bonbons qu'ils voulaient. Il restait avec eux jusqu'à l'aube, leur chantait « Heal the World » en tenant leurs petites mains chauves. Certains mouraient quelques semaines plus tard. Il allait à leurs funérailles en secret, voilé, méconnaissable, et pleurait derrière ses lunettes noires. Personne ne le savait. Il ne voulait pas que ça pour les caméras. Il le faisait parce qu'il savait ce que c'était d'être un enfant brisé. Il donnait des millions, répète-t-elle. Pas des milliers. Des millions. À des orphelinats, à des hôpitaux pédiatriques, à des familles qui n'avaient tout perdu dans des catastrophes naturelles. Il signait les chèques de sa main, en cachette, en mettant des pseudos ridicules comme John Smith. Il me disait, ne dis à personne, ma chérie. Si les gens savent, ils penseront que je le fais pour la pub. Or je le fais parce que c'est juste. Elle parle aussi de la fragilité. De l'homme qui se cachait dans les placards pour pleurer quand les journaux publiaient des horreurs sur lui. De l'homme qui prenait 15 douches par jour parce qu'il se sentait sale à cause des mensonges collés à sa peau. De l'homme qui dormait avec la lumière allumée parce qu'il avait peur du noir depuis l'enfance, peur des monstres ou les vrais, ceux qui portent des costumes et sourient devant les caméras. Il était terrifié qu'on nous fasse du mal à ses enfants à cause de lui. C'était sa plus grande peur. Pas la mort. Pas la ruine. Nous. Il disait, si jamais il vous arrive quelque chose par ma faute, je ne me le pardonnerai jamais. Et regardez, c'est exactement ce qui est arrivé. On nous a traqués, on nous a volé notre enfance, on m'a poussé au suicide. Il avait raison d'avoir peur. Elle lève le poignet. Le bracelet de corde est là, presque réduit à un fil. Ce bracelet, c'était le sien. Il le portait le jour où il est mort. Il l'avait tressé lui-même avec des cordes de guitare cassées pendant la tournée History. Il disait que c'était son talisman contre le mal. Je l'ai pris sur la table de nuit de la chambre où il est parti. Je l'ai mis à mon poignet et j'ai juré que tant qu'il tiendrait, je tiendrais aussi. Il a failli se rompre 10 fois. Je l'ai recousu avec mes cheveux, avec du fil dentaire, avec des larmes. Il tient encore. Moi aussi. Elle regarde la caméra, droit dans les yeux, comme si elle s'adressait à chaque personne qui a un jour douté. Vous voulez savoir qui était vraiment Michael Jackson? C'était l'homme qui m'a appris à faire des bulles de savon géantes dans le jardin. Celui qui pleurait quand on écrasait une fourmi. Celui qui me portait sur ses épaules pour que je touche les étoiles. Celui qui m'a dit, la dernière fois que je l'ai vu vivant, sois gentil avec le monde, Paris. Même s'il ne l'est pas avec toi. Je suis là aujourd'hui parce que je tiens cette promesse. Et puis elle sourit. Pas le sourire poli des tapis rouges. Le vrai. Celui qui fait plisser les yeux et découvrir les petites fossettes qu'elle a héritées de lui. Mon père est innocent. Je le sais comme je sais que le soleil se lèvera demain. Et si vous choisissez de ne pas me croire, c'est votre droit. Mais sachez une chose, je vivrai, j'aimerai, je chanterai, je danserai jusqu'à mon dernier souffle pour que sa vérité soit plus forte que vos mensonges. Elle se lève, le bracelet effiloché danse à son poignet, et elle conclut, presque dans un murmure. Il m'a donné la vie 2 fois. La première le 3 avril 1998. La seconde le jour où j'ai décidé de ne pas mourir. Je suis sa fille. Je suis sa voix. Et je ne me tairai jamais. Alors oui, à 26 ans, Paris Jackson n'est plus une enfant cachée derrière un voile noir. Elle est une femme debout, nue face au monde, portant sur sa peau, dans sa voix, dans chaque battement de son cœur, la mémoire intacte d'un père qu'on a voulu détruire et qui, grâce à elle, continue de briller. La question n'est plus de savoir si on la croit. La question est, avez-vous encore le courage de regarder la vérité en face? Maintenant, à vous. Qu'est-ce que ces révélations vous font? Est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont vous voyez Michael Jackson aujourd'hui?
Est-ce que vous croyez Paris quand elle dit que son père était innocent de tout ce dont on l'a accusé? Dites-moi tout en commentaire, je lis chaque mot. Et si cette histoire vous a bouleversé comme elle m'a bouleversé, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Parce qu'ici, on ne raconte pas juste la vie des stars. On raconte la vérité derrière les masques. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui va vous retourner le cœur. Merci d'avoir été là jusqu'au bout.